demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Les décrets 65, ensemble avec les trois autres, sont promulgués le 20 avril 98. Le 20 avril 98. 98. Le 23, 3 jours après, l'Agence congolaise de presse, l'ACP. D'ailleurs, à l'époque, ils venaient de changer la dénomination, mais ils n'avaient pas encore eu le temps de bien préparer leur couverture, si bien qu'à ACP, là, ils écrivaient ça même à la main. Publie. Parce qu'il faut rappeler que c'était AZAP qui était cette fois-là devenu ACP. Exactement. C'était la publication, j'ai bien le numéro en tête, c'est BQ ACP numéro 093, du 23 avril 98. Il publie les 4 décrets, 64, copie conforme, vraiment les contenus identiques des décrets promulgués par M. Kabila. C'est pour en venir tout justement au journal officiel. C'est pénible de le dire, mais c'est notre devoir de le dire. Aux autorités d'en tirer les conséquences. Oui, la vérité historique. Aux autorités de tirer la conséquence. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, nous avons enquêté, on a eu des informations à la source. Lorsque ce décret-là est arrivé au journal officiel, déjà à la banque, ils n'en voulaient pas. Ils avaient déjà mijoté la fabrication d'un faux décret-loi. Ils sont allés là-bas, ils ont saisi les décrets-lois à la place des décrets réellement promulgués par M. Kabila. Ils l'ont saisi, mais comme les choses se passaient moins de 3 semaines après le 20 avril, c'était exactement le 1er mai 98, on l'a saisi, on a imprimé peut-être une copie, mais on ne l'a pas mis à la disposition du public. Parce que ça devait sonner faux. On sort un décret le 20, et puis les premiers venaient sortir publier un décret-loi. La présidence aurait tiqué et on serait tombé sur le journal officiel pour dire mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Donc ils n'ont pas publié cette histoire-là. Donc quand vous dites qu'on aille vérifier au journal officiel, tout justement, il y a un piège, mais que nous démontons parce que nous avons toutes les preuves. Et d'ailleurs, j'anticipe en vous disant que la même banque qui vante les soi-disant décrets-loi 65, ils ont greffé une deuxième date à ces décrets-lois. Aujourd'hui, par exemple, eux, ils parlent du 25 avril. Donc, tout ça, ils se créent eux-mêmes un certain imbroglio qui prouve que ces décrets-lois, c'est un faux. Tripatouillage, c'est le terme, monsieur le journaliste. Donc, cette mise au point-là est très nécessaire. Nous, à la GEMA, nous soutenons Mordicus. D'ailleurs, dans tous nos écrits, nous continuons à les scander au musée à promulguer décret présidentiel numéro 065 portant régime spécial de restructuration des banques, et non pas un décret-loi. Donc même si, d'ailleurs, je pose le problème à tous ceux qui soutiennent les responsables actuels de la BCDC, comme quoi on a sorti. Oui, les Belges là, comment ils s'appellent Les DG actuels, c'est M. Yves Keppers. Oui, Yves Keppers, c'est lui qui est l'actuel DG de la BCDC. Exactement, c'est le numéro 1. Lui et les gens qui le suivent prétendent que Musée a pu... Pourtant, il n'était pas là à l'époque. Il n'était pas là. Il est aux commandes de la BCDC depuis le 1er avril 2004. Il n'était pas là. Donc, il a hérité de cette situation, mais il s'y est quand même impliqué, puisqu'il vient d'ajouter une deuxième date qu'il n'a pas trouvée. Donc, lui aussi, il sait pourquoi il a greffé cette deuxième date. C'est pour embrouiller la situation, mais nous, à la GEMA, on n'est pas embrouillés. Nous savons que le décret-loi, c'est un faux. Alors, c'est ce décret-loi-là que la banque va référencer pour nous licencier, au lieu de référencer les vrais décrets. Quelles étaient, au-delà de la restructuration, quelles étaient les vraies raisons de votre licenciement?
Bon, je réponds tout de suite que ce sont des raisons C'était économiques. quoi? Il n'y avait plus l'argent à la banque, la BCDC était incapable d'utiliser un tel personnel. C'était quoi exactement, monsieur Christophe Robert Ngangavika? Bon, vous me voyez un peu sourire, c'est parce que je pense à beaucoup de choses qui se sont passées à l'époque. On va faire une petite marche arrière. Vers les années 95, 96, même un peu avant, il est arrivé comme ça que brusquement, les expatriés qui travaillent avec nous commencent à vanter les prouesses financières de la BCDC, de la BCZ à l'époque. Comme quoi, toutes les sociétés de la place peuvent fermer. La banque a de telles réserves qu'elle peut vous payer pendant 50 ans vos rémunérations. Ça, c'est authentique. Abordez n'importe quel ancien de la BCDC, il vous dira ça. Et comme ça, spontanément, nos collègues expatriés venaient nous le dire, tellement ils étaient contents. Et effectivement, même à l'annonce, le communiqué de presse de la Belgolaise qui faisait état de la restructuration, ils ont fait allusion à des réserves cachées. Ça, c'est eux-mêmes. Donc, c'est pour vous dire qu'ils avaient beaucoup d'argent. Hein, ça, c'est un début de réponse. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ils ont pris prétexte, parce que, on l'a dit ici, je peux le dire, ils n'étaient pas contents de la personnalité de Mosé Kabila. Quelqu'un qui vient, qui dit qu'il va faire quelque chose pour la population, qui va faire cela, automatiquement pour eux, c'est quelqu'un qu'on n'accepte pas. C'est comme ça avec ces Occidentaux-là, hein, les Belges, Français, Américains, tout ça et consorts. Hein, ils sont toujours comme ça. Les discours nationalistes, ils ne les supportent pas. Hein? Pour preuve, vous voyez que Kabila a même des problèmes aujourd'hui à cause de son discours un peu nationaliste. Exactement. Hein? Avec les opérateurs du secteur minier. Lorsque le code minier a été révisé, on voit que c'est plus la population qui va bénéficier. Kabila, sa tête était une tête à couper. Hein? Lumumba est parti de la même manière à cause de son discours nationaliste. Pour ne pas remonter l'histoire, vous avez Fumu Kimbangu, voilà. Pour eux, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'en profite pour dire une petite anecdote. J'étais en stage de formation à la Belgolaise, je ne sais plus en quelle année là. En Belgique? Oui, en Belgique. Le numéro 1, M. Marc Bayon, un ancien d'ici, qu'on apprécie beaucoup, un vrai banquier. Ça, ce n'est pas à comparer avec ceux qui ont suivi. Il m'appelle un vendredi dans son bureau, on bavarde, on parle de notre stage, tout ça. Et puis il me pose la question suivante. J'ai compris que cette question-là, on l'a posée à tous les Congolais qui allaient en stage de formation là-bas. Qu'est-ce que vous pensez des musées? Moi, je me connais, je suis comme ça, je marche tel que Dieu m'a créé. Je savais pourquoi il me posait la question et je savais la réponse que j'allais leur donner. Je lui ai dit, écoutez, je vous dis très honnêtement, M. Bayon, c'était l'administrateur délégué là-bas, personnellement, je vous l'ai dit, et nous, la population congolaise, nous comptons beaucoup sur Mosé Kabila. Et nous l'aimons, nous sentons qu'il est venu pour faire quelque chose pour nous. La conversation s'est arrêtée là. Il n'a pas continué. Il avait la réponse qu'il voulait. Et je savais que depuis ce jour-là, j'étais fiché. Je savais, mais ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fait très bien mon travail. Et d'ailleurs, ma dernière nomination venait de la Belgolaise. Après avoir fait mon stage, j'ai même résolu quelques problèmes qu'ils avaient dans leur installation informatique, puisque je suis informaticien. À mon retour, une nomination a suivi et on m'a nommé sous-directeur. C'est d'ailleurs le dernier grade que j'avais quand j'ai quitté la banque. Donc bref, pour revenir sur la situation du pays et ce licenciement, c'était principalement pour des raisons prétendument économiques. Prétendument économiques. Je l'ai dit prétendument. Nous parlons français, oui. Oui, prétendument économiques. La cause occasionnelle, c'est les pillages dont j'ai fait allusion des succursales de l'Est. Mais donc, en réalité, de guerre par rapport à l'avancée des troupes de la. Mais la cause profonde, c'est que ils avaient besoin d'emmerder quand même indirectement Mosé. Et d'ailleurs, même ces décrets-là, on sent que quelque part dans l'entourage, on a manipulé les gens pour qu'on sorte ces décrets, puisque c'est une décision qui vient de la Belgolaise. Mais peu importe, on devait respecter les choses. Décret, on vous autorise à licencier, ok. Payez correctement les comptes finaux des gens. Il y a les codes de travail qui existent, il y a des lois qui existent. Ils ne l'ont pas fait. Au contraire, je vais encore dire quelque chose de très grave, toujours en rapport avec la question que je viens de poser.
D'ailleurs, le raisonnement est simple. Ils constatent que leurs recettes venant du Congo ne viennent plus parce que. D'accord? Ils décident de licencier les gens. Au départ, ils avaient programmé de licencier 1200. Effectivement, ils ont licencié 1200. Parce que les succursales de l'Est pillées, bon, les gens étaient dispersés. Ils ont attendu que la situation se calme pour mettre ces gens-là dehors. Effectivement, on les a licenciés après nous. Alors, ils ont perdu de l'argent, soi-disant. Ils débloquent les chiffres que je vais donner. Je n'ai pas un document, mais c'est mon chef direct. Je cite son nom, M. Francis Baird, qui spontanément est venu me dire, Ngangavika, vous savez, la Belgolaise vient de débloquer 40 millions pour payer le décompte final de ceux qui seront licenciés à la restructuration. Alors, on débloque cet argent et posez-moi la question, combien on nous a payé les 958? D'accord. 2 millions. On va évoluer. Oui. Le contexte historique a bien planté. On évolue maintenant et finalement, le décret va être mis en musique par la BCDC. On vous licencie combien? 958 Congolais licenciés. Recensés par la GEMA. Parce que lorsque j'ai scrute les statistiques... Certains sont morts parmi vous. 272. 272 sont morts. À ce jour. Donc, dans ces 20 ans ici, 272 sont morts. Oui. Franchement, la Belgique. 272. Et d'ailleurs, ces chiffres-là évoluent chaque semaine. C'est tous les 15 jours que... Lorsque je vous parle aujourd'hui de 272, si on se revoit 15 jours après, je vous dirai peut-être 274, 275. Les gens qui sont malades aujourd'hui, qui ne peuvent pas se soigner, ce n'est pas possible. Et la banque ne veut toujours pas payer leur argent, c'est terrible. On va y revenir. Et ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer avec cette question-là, on débloque, on licencie pour des raisons économiques, comme quoi les débiteurs ne payent plus ce qu'ils doivent à la banque. Ça s'est passé comment? Vous venez le matin, puis bon, on dit que non, vous n'allez plus travailler, on vous remet un document. Il y a eu quand même des péripéties. C'est-à-dire que lorsque M. Bayon est venu, il a demandé, on a informé à tout le monde qu'on va bientôt restructurer, on va licencier des gens. D'ailleurs, on lui disait, n'importe qui peut être licencié. Bon. Mais M. Bayon a promis à la délégation syndicale que voilà, vous allez quand même négocier les conditions de sortie parce que vous voyez, vous allez perdre votre emploi, vous ne savez pas si vous pouvez encore avoir un autre après. Bref, pendant tout ce temps-là qui a précédé la restructuration, les licenciements, la banque n'a jamais voulu qu'il y ait négociation. Ils se sont imposés. Ils se sont imposés en trichant. Ils ont même faussé les calculs de compte final, sciemment. Donc, c'est comme si on voulait punir les Congolais quelque part. Parce que la manne qu'ils récoltaient chaque année, bon, apparemment, ils ne l'ont plus, alors qu'ils avaient quand même de l'argent. Ils ont débloqué 40 millions pour nous payer. Ça, c'est un blanc qui me l'a dit. Il est vivant. S'il est au Congo aujourd'hui, en Belgique, on peut répercuter. Il n'a qu'à me contredire si on lui rapporte cette information. Mais je sais qu'il ne le fera pas. C'est quelqu'un de très honnête, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Alors, on s'arrange pour fausser le compte final. Finalement, on ne paye que 2 millions. Donc, les 40 millions qu'on a débloqués, c'est resté là-bas. Donc, on débloque, selon les informations vous donnez par votre ami belge là, on débloque 40 millions pour payer les 958 agents, c'est ça? Peut-être les Blancs aussi là-dedans, parce qu'il y avait une dizaine d'expatriés, exactement 12 ou 16. 12 ou 16 expatriés. 16, dont 3 ou 4 venaient de partir avant même qu'on commence à nous licencier, mais ils sont partis dans le cadre de la restructuration. D'accord. Mais c'est seulement 2 millions qui... Oui. 2 millions, vous avez combien par chacun? Je ne sais pas. Bon, je vais vous expliquer pourquoi 2 millions. Il y a même un tableau qui existe. Bon, on n'a pas le temps de consulter tous ces documents, mais à la longue, on va vous présenter certains documents. En avril 99, avant qu'on commence les licenciements, le taux du dollar par rapport au franc congolais était de, je crois, 6,2. 1 dollar pour 6,2 francs. Au mois de décembre de la même année, parlons maintenant en termes de net à payer de l'argent, lorsque quelqu'un de même grade, même ancienneté, qui a à peu près la même rémunération que vous, a été licencié au mois de mai, et que vous, son collègue de même ancienneté, même grade, même rémunération presque, vous êtes licencié au mois de décembre, le taux de dévaluation passe de 4 à 1, ou bien disons de 1 à 4. C'est-à-dire que si vous avez eu 100 dollars en mai, votre collègue qui est licencié en décembre, il a eu 25.
Vous voyez donc, on n'augmente pas les salaires pendant les licenciements, il y a une forte dévaluation chaque jour, et on continue à payer le décompte final, et en se frottant les mains. Parce que votre collègue qui a eu peut-être $1000 de décompte final au mois de mai, vous qui partez au mois de novembre, décembre, vous n'aurez que 250. Oui, 250 par exemple. Voilà. Donc c'est ça qui explique entre autres les 2 millions. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est presque la même chose avec nos salaires que nous avons maintenant, avec cette dévaluation que les bon, maintenant au moins la dévaluation est plus ou moins atténuée, hein, c'est un peu au ralenti. Mais à l'époque c'était terrible. Venez le matin c'est 6,2, le soir c'est déjà 7, le lendemain matin c'est 8, 9, ainsi de suite. Alors, l'actuel DG, j'anticipe, j'ouvre une petite parenthèse, on lui a présenté ce tableau-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, lorsqu'on sera au ministère du Travail, il va prétendre que, mais comment est-ce que les enseignants discutent alors qu'on leur a payé 8 millions? Quand j'ai entendu ça, je dis, bon voilà, j'ai un seul document que je vais lui présenter. On a fixé rendez-vous avec lui. Il a accepté de nous recevoir à l'époque. Il y avait moi, le vice-président, et notre collègue, qui à l'époque était en fait le vice-président de la mutuelle. On était à 3. Il nous a reçus dans son bureau. On lui a présenté ce petit tableau-là pour lui démontrer que les 8 millions dont il fait allusion, on ne lui a pas dit la vérité. C'est 2 millions qu'on nous a payés. Et je lui ai présenté ce tableau-là pour lui montrer les différentes dévaluations des rémunérations pendant la restructuration. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.